Aujourd'hui même, lundi 11 mai 2026, Emmanuel Macron est à Nairobi, où il essaie de réécrire toute la relation France-Afrique pendant que la France-Afrique est en train de mourir au Sahel. À Lomé, l'opposition togolaise sort de l'hibernation. À Pretoria, la Cour constitutionnelle vient de mettre une claque historique au Parlement de Ramaphosa. Et à Mogadiscio, tout le monde est confiné chez lui. On commence par l'événement diplomatique du jour. Le sommet Africa Forward s'ouvre aujourd'hui à Nairobi, co-présidé par Emmanuel Macron et William Ruto. 2 jours, 30 chefs d'État attendus, des centaines d'entrepreneurs et un objectif officiel, redéfinir le partenariat Afrique-France. Et là, on va s'arrêter 2 secondes pour mesurer l'ironie historique. C'est la première fois qu'un sommet Afrique-France se tient dans un pays africain anglophone, non colonisé par la France. Le Kenya, pas Dakar, pas Abidjan, pas Libreville, Nairobi. Tu réalises? C'est comme si le sommet du Commonwealth se tenait à Brazzaville. Un changement de décor qui dit tout. Pourquoi maintenant? Parce que la France vient de finir son retrait militaire d'Afrique de l'Ouest. Le Mali, le Burkina, le Niger lui ont claqué la porte au nez. Le Tchad a suivi. Le Sénégal l'a poussé vers la sortie. Bref, la France-Afrique c'est fini. Et Macron le sait. Hier dimanche, il a déjà signé 11 accords avec Ruto. Transport, infrastructure, énergie nucléaire, intelligence artificielle, projet de Nairobi, Commuter Rail à 12,5 milliards de shillings. La France investit, le Kenya capitalise. Et Ruto a sorti la phrase de la journée. Le Kenya ne regarde ni à l'est ni à l'ouest, il regarde en avant. Joli slogan. À voir si ça tient quand l'échec arrive. Mais attention, tout le monde n'applaudit pas. L'opposant kenyan Kalonzo Musyoka a dénoncé le choix de Nairobi, rappelant que la démocratie y est sous menace, l'opposition est attaquée et les droits humains violés. Bref, le décor de carte postale cache pas mal de fissures. Mais bon, dans le business diplomatique, on ne fait pas de Photoshop pour rien. Direction le Togo, où il s'est passé quelque chose d'historique ce week-end. Samedi 9 mai à Lomé, le CNC, le cadre national de concertation pour le changement, a tenu son tout premier meeting public. Et ça, mes amis, c'est énorme. Pourquoi? Parce que c'est le premier rassemblement politique autorisé depuis l'entrée en vigueur de la vieille République togolaise, le 4 mai 2025, plus d'un an sans meeting public d'opposition, du jamais vu en Afrique de l'Ouest. Petit rappel pour ceux qui suivent de loin, en 2024, le Togo a adopté une nouvelle constitution qui supprime l'élection présidentielle au suffrage universel. À la place, on a un régime parlementaire avec un président du conseil comme vrai patron. Et devine qui occupe ce poste, Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, soit 21 ans. Et avec la nouvelle constitution, en théorie, il peut rester indéfiniment. L'opposition, elle, parle d'un tapis rouge déroulé pour le règne à vie. Les manifestations contre cette réforme avaient fait 7 morts l'année dernière. Alors samedi, Jean-Pierre Fabre, David Dosset, Paul Apevon, Komi Volu, tous étaient là. Le mot d'ordre, nous entrons dans une nouvelle phase de mobilisation. Maintenant, soyons honnêtes, la mobilisation n'a pas été énorme. Plusieurs médias togolais, comme République togolaise, ont parlé d'un fiasco. Le nouveau reporter parle d'essoufflement des méthodes classiques de contestation. Le terrain d'Akassime est resté désespérément clairsemé. Komi Volu, leader du PSR, lui, a relativisé en disant que la mobilisation de samedi n'était pas ridicule. Elle est bonne pour un début dans un pays où les gens pensaient que l'opposition n'existait plus. Bref, l'opposition togolaise est de retour dans la rue, pas en force, mais elle est là. Et dans un contexte où Macron lui-même reconnaît qu'il peut être en désaccord avec les gouvernements, mais jamais avec les peuples, disons que la suite va être intéressante. Cap au sud maintenant, parce qu'en Afrique du Sud, il vient de se passer un truc gros. La Cour constitutionnelle a tranché. En 2022, le Parlement sud-africain a violé la Constitution en bloquant la procédure d'impeachment contre Cyril Ramaphosa. Pour rappel, et accrochez-vous, c'est croustillant, Ramaphosa avait été pris dans le scandale Fala Fala du nom de sa ferme privée, où des cambrioleurs avaient volé $580 000 en cash cachés dans un canapé.
Oui, un canapé, un demi-million de dollars dans le sofa. Et nous, on cherche nos clés dans les coussins. Bref, le panel parlementaire avait estimé en 2022 qu'il y avait potentiellement matière à impeachment. L'ANC, parti de Ramaphosa, avait fait barrage au vote. Et là, la Cour vient de dire, vous avez violé la Constitution. Conséquence directe, Julius Malema, le chef du parti AF Economic Freedom Fighters, a immédiatement demandé la démission de Ramaphosa et il pousse pour la réouverture de la procédure d'impeachment. Ramaphosa, lui, a dit respecter le jugement. Traduction politique, on va voir comment on s'en sort. Et le gouvernement vient de déclarer les tempêtes massives qui ont frappé le nord-ouest, l'État libre, le Cap oriental et plusieurs autres provinces comme catastrophes nationales, inondations, vents destructeurs, chutes de neige, écoles fermées, services à l'arrêt. Et pendant ce temps, la crise xénophobe continue. Le Nigeria, le Ghana, le Mozambique exigent toujours des explications. Ajoute à ça l'inculpation cette semaine de 2 généraux de la police sud-africaine pour trafic de métaux précieux. Et tu obtiens une ambiance générale assez chargée à Pretoria. Direction la Corne de l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, Mogadiscio se réveille sous couvre-feu. Les forces de sécurité somaliennes ont été massivement déployées dans la capitale avant des manifestations prévues par l'opposition. Le contexte, les négociations électorales entre le gouvernement fédéral du président Hassan Sheikh Mohamud et la coalition d'opposition se sont effondrées en février et depuis, la situation s'est dégradée semaine après semaine. Le problème de fond, comme souvent, qui contrôle quoi? Qui vote comment et avec quel système? Le Somaliland a lui été reconnu par Israël en début d'année. L'Union africaine a hurlé, mais le fait est là. Et au milieu, la Somalie risque de partir en éclats électoraux, encore une fois. Si tu veux comprendre la Somalie en une phrase, c'est un pays où chaque élection ressemble à une équation à 18 inconnus et personne n'a la calculatrice. À surveiller dans les prochains jours, les chocs entre forces gouvernementales et manifestants et l'attitude des partenaires extérieurs, les Émirats, la Turquie, l'Éthiopie, tous ont des intérêts dans cette région. Bilan rapide pour le Sahel parce que la situation ne s'est pas miraculeusement améliorée en une semaine. Au Mali, le JNIM contrôle de larges portions de territoire après les attaques coordonnées d'avril. Le Burkina Faso est toujours en état de guerre. Le Niger a annulé ses défilés du 1er mai et les Russes d'Africa Corps se sont retirés de Kidal, ce qui veut dire en clair, la junte malienne est de plus en plus seule face aux groupes armés. Et la grande question diplomatique qui se pose maintenant, est-ce que les USA vont reprendre la main au Sahel? Washington est en train de négocier la reprise des vols de surveillance ISR au-dessus du Mali. Et l'envoyé du département d'État, Nick Checker, a fait la tournée Burkina-Niger en mars. Donc en résumé, les Français sont partis, les Russes sont fatigués et les Américains reviennent par la fenêtre. Le grand jeu du Sahel ressemble de plus en plus à une partie de chaises musicales avec les civils qui paient la musique. Et n'oublions pas, le couloir JNIM s'étend toujours vers le Togo, le Bénin et le Ghana. Au cas où on aurait oublié que c'est aussi un problème ouest-africain et pas juste sahélien. Petit rappel express sur la RDC où le débat continue. Mercredi dernier, Félix Tshisekedi a refait surface en disant « Je n'ai pas demandé un 3e mandat, mais si le peuple veut, j'accepterai. » La phrase qui tue. La commission technique qui examine la révision constitutionnelle se met au travail le 20 mai. Et l'opposition, menée par Délicé Sanga, hurle au glissement institutionnel. Pendant ce temps, le M23 contrôle toujours Goma, Bukavu et Uvira. Tshisekedi prévient, si la guerre ne s'arrête pas à l'Est, on ne pourra pas organiser les élections de 2028. Vous connaissez la chanson, on l'a déjà entendue, sous un certain Kabila. Et ça finit rarement bien. Et pour finir, une info qui va te faire sourire. Tu connais la projection Mercator, cette carte du monde où le Groenland a l'air aussi grand que l'Afrique entière. Eh bien, le Togo, oui, le Togo, va officiellement demander à l'ONU en septembre prochain de remplacer cette carte. Pourquoi? Parce que sur Mercator, l'Afrique apparaît environ 14 fois plus petite que sa vraie taille. L'Union africaine a validé l'initiative en avril et le message politique est limpide. Arrêtez de nous regarder petits. Nous sommes immenses. Honnêtement, j'adore parce que la perception
En géopolitique, c'est déjà la moitié du pouvoir. Voilà votre tour d'horizon du jour. Macron qui tente sa réinvention africaine, le Togo qui se réveille un peu, Ramaphosa qui prend une claque judiciaire, Mogadiscio en alerte, le Sahel toujours en feu et le continent qui pousse pour qu'on le regarde enfin à sa juste taille.